Aujourd'hui, on va revenir sur les 47 jours qui ont complètement secoué le monde. Mais on ne parlera pas de stratégie militaire ou de géopolitique. Non, on va se concentrer sur l'impact humain, le vrai coût du conflit qui a éclaté ce fameux 28 février 2026. Cette citation, elle donne vraiment le temps. Parce que, au-delà des gros titres, des cartes, des analyses d'experts, il y a des gens, des vies humaines prises dans un engrenage qui les dépasse complètement. C'est leur histoire qu'on va essayer de raconter. 170. Ce n'est pas juste un chiffre, là. Ce sont 170 avenirs qui ont été anéantis d'un seul coup. Une école de filles, près de Bandar Abbas, qui a été touchée pendant la toute première vague d'attaques. C'est ça, la réalité de la guerre. Elle frappe là où c'est le plus cruel, sur des innocents qui n'ont rien demandé à personne. Alors, justement, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Le 28 février, tout a basculé avec une opération militaire conjointe qui a mis le feu aux poudres. D'un côté, il y avait l'opération américaine Epic Fury. De l'autre, Roaring Lion, menée par Israël. En à peine 12 heures, près de 900 frappes ont touché des infrastructures militaires, mais aussi des dirigeants iraniens. C'était un véritable déluge de feu qui a complètement changé la donne dans la région, en une seule nuit. Mais bon, une guerre comme ça ne commence jamais du jour au lendemain. C'est le résultat de décennies de tensions, de méfiance, de mauvais coups. Il faut vraiment reculer un peu pour comprendre ce qui a mené à cette explosion. Si on regarde la chronologie, on voit bien l'escalade. Ça part de la crise des otages en 1979. Ensuite, on a eu un petit espoir avec l'accord sur le nucléaire en 2015, mais il a été abandonné en 2018. Chaque étape a ajouté de l'huile sur le feu, jusqu'aux frappes directes de 2025, qui ont été comme une sorte de répétition générale pour le drame de 2026. Et c'est là que l'histoire devient vraiment tragique. Pendant que des diplomates à Oman avaient l'impression de progresser, qu'il y avait un réel espoir de s'entendre, eh bien, pendant ce temps-là, les généraux planifiaient déjà la guerre. D'un côté, on parlait de paix, de l'autre, les navires et les bombardiers se mettaient en position. Et attention, le conflit ne s'est pas limité au Moyen-Orient. Pas du tout. L'onde de choc s'est propagée partout dans le monde et elle a frappé directement le portefeuille de millions de familles qui pourtant n'avaient rien à voir avec cette guerre. C'est une bonne question, ça. Comment une guerre si loin peut-elle nous affecter? Parce que les effets, ils ne sont pas abstraits du tout. On les a sentis à la pompe à essence, en faisant l'épicerie, et dans la peur de ne pas pouvoir se chauffer l'hiver suivant. Voici la clé de tout le problème, le détroit d'Ormuz. Il faut voir ça comme l'artère vitale du pétrole mondial. Une énorme partie de l'approvisionnement passe par là. Alors, en riposte aux attaques, l'Iran a fait quoi? Ils l'ont bloqué. Ils ont tout simplement étranglé une bonne partie de l'économie de la planète. Ce graphique, il parle de lui-même. La fermeture du détroit a fait exploser les prix du pétrole littéralement du jour au lendemain. Et ça, ce n'est pas juste un casse-tête pour les financiers à la bourse, c'est un problème pour tout le monde, partout. Les conséquences ont été immédiates et mondiales. Les voyages interrompus. Les chaînes d'approvisionnement brisées. Soudainement, tout coûte plus cher parce que le transport coûte plus cher. Et pour des millions de familles, même à des milliers de kilomètres du conflit, ça s'est traduit par des factures de chauffage et d'électricité qui ont grimpé en flèche. Maintenant qu'on a vu l'impact mondial, revenons à l'épicentre du conflit, là où le coût se mesure pas en dollars, mais bien en vie humaine, en familles brisées. Ce chiffre-là, il est difficile à imaginer. Quand la guerre s'est étendue au Liban, ça a forcé une personne sur 6 à tout quitter, à tout abandonner. Il faut s'imaginer l'échelle de cette crise humanitaire. Des villes entières qui se vident, des familles entières sur les routes, sans savoir où aller. Ces chiffres, c'est le résumé brutal des 47 premiers jours. Des milliers de civils tués, des millions de déplacés. Au Liban, des familles qui se réfugient dans des écoles. En Iran, des gens qui creusent dans les décombres pour trouver des survivants. Même du côté militaire, le coût est personnel. Ce sont 13 familles américaines qui pleurent un de leurs proches. Après des semaines de destruction, une petite lueur d'espoir a finalement fait son apparition. La communauté internationale a commencé à faire pression pour trouver une porte de sortie. Voici comment la diplomatie a essayé de reprendre le dessus. C'est le Pakistan qui a joué le rôle de médiateur et qui a réussi à amener les deux camps à la même table. Une trêve a été conclue, avec comme condition principale la réouverture du détroit et des discussions directes ont commencé. C'est un processus extrêmement délicat et surtout très, très fragile. Et c'est ça qui rend la situation si tendue en ce moment. Le calme est très précaire. Il repose sur une trêve qui a une date de fin. Le compte à rebours est enclenché et le monde entier retient son souffle.
C'est la grande question qui reste sans réponse. Les prochains jours vont être absolument décisifs. Est-ce que les négociateurs vont réussir à transformer cette pause fragile en une paix durable? Ou est-ce que le cycle de la violence